francophone de la migraine. Nous allons passer près d'une heure ensemble, vous donner un maximum d'informations sur cet événement et surtout cette maladie, car la migraine est une maladie qui peut être très invalidante. Vous pourrez bien évidemment tout à l'heure poser vos questions à nos grands témoins via notre chat ou encore en direct. Avec nous ce matin, Sabine Debray-Mecker, la présidente de la Voix des migraineux qui organise ce sommet, le docteur Jérôme Maouet, neurologue au centre d'urgence céphalée de l'hôpital Lariboisière à Paris, qui sera l'un des 3 spécialistes à s'exprimer samedi. Céline Ferron, cofondatrice d'Apomigraine, une appli qui change la vie et qui simplifie la vie des malades. Johanna Thibault, migraineuse, qui nous livrera son témoignage, ainsi que Muriel Letutour, qui est infirmière au CHU de Nantes. Voilà pour les présentations. Sabine, peut-être une première question pour vous. Pourquoi un sommet francophone et quelles sont les raisons qui vous ont poussé à l'organiser? Alors, comment dire, en naviguant sur les réseaux sociaux, je me suis rendu compte, et l'équipe aussi, que les migraineux avaient peu accès à des connaissances fiables en français, les migraineux francophones. Ce qu'il révèle, c'est que nous avons quand même des abonnés des 4 coins du monde, pratiquement, à part l'Asie. Donc, nous voulions fournir ces informations fiables, mais aussi créer un événement choc pour donner à la migraine sa juste mesure, c'est-à-dire un enjeu de santé publique. Et à cette occasion, on remercie le ministère de la Santé de nous avoir accordé son parrainage. Ouais. La migraine, c'est une maladie que vous connaissez bien, hein. Vous vivez avec depuis de très longues années. Oui, j'ai 59 ans, mes premiers souvenirs remontent à mes 6 ans. Je me souviens aussi d'aura, de phénomènes neurologiques, mais quand j'en ai parlé, on m'a un peu traité de zinzin, c'était pas croyable pour eux. Donc j'ai arrêté d'en parler. Mon premier diagnostic a eu lieu à 19 ans, mon premier traitement de fond à 27, et j'ai subi une période de migraine chronique, mais jusqu'à 29 jours de migraine par mois à la ménopause. C'est ce qui vous a poussé à vous engager et à co-créer aussi cette association. Oui, effectivement, nous étions 4, nous nous sommes rencontrés sur les réseaux sociaux et nous avons constaté la détresse, le sentiment d'abandon et la méconnaissance de la maladie qui faisait que les migraineux avaient l'impression d'être abandonnés du corps médical et de la recherche. Aujourd'hui, la Voix des migraineux, c'est 25 à 30 personnes bénévoles actives. Angélique, donc voilà. Sur nos réseaux sociaux, nous rassemblons environ 9000 followers de 4 continents excepté l'Asie. Nous avons aussi plus de 300 adhérents. L'OMS a classé la migraine comme la 2e maladie la plus invalidante au monde, la première même pour les femmes. Quelques chiffres pour prendre conscience du phénomène, Sabine. Alors, 15 à 20% d'une population est migraineuse à des degrés divers. Je vous expliquerai après. Donc, ça représente 45 millions de personnes sur les pays francophones. 45 millions. C'est énorme. En France, ça fait 10,5 millions de Français et 3 femmes pour un homme. Voilà les degrés de sévérité, c'est-à-dire que de 1 à 7 jours, là il y a une petite erreur, de 1 à 7 jours par mois, la migraine est qualifiée d'épisodique. À partir de 8 jours de crise par mois, la migraine est qualifiée de sévère. À compter de 15 jours par mois, elle est qualifiée de chronique, 15 jours et plus. Cela représente 2% de la population, c'est-à-dire 6 millions de francophones et 1,4 million d'habitants en France. Il faut savoir aussi que la migraine est précédée d'un prodrome et suivie d'un postdrome, donc un jour, ça peut être 3 jours. Ouais, on découvre avec vous ces quelques chiffres. Vous avez réalisé un sondage
en mars 2020 auprès de 660 migraineux sévères et chroniques. Et on le voit, hein, les résultats sont sans appel. Il y avait de nombreux résultats, mais en voici quelques-uns. Donc, 51% de ceux qui arrivent à exercer une activité professionnelle ont été contraints de s'absenter plusieurs fois au cours des mois précédant le sondage. 13,5% déclarent ne plus pouvoir travailler. Alors, la vie privée est impactée aussi parce que plus de 90% des malades rencontrent des difficultés pour s'occuper correctement des enfants, pour s'occuper du logement, des courses, enfin, tout ce qui a trait à la vie privée. Alors, plus d'un malade sur deux estime que la maladie gâche presque toute sa vie. Ça augmente la souffrance. 14,5% des malades déclarent être soignés pour dépression et 15% avouent avoir plus d'une fois songé à se suicider à cause de la migraine. Dernièrement, j'ai eu plusieurs questions sur des personnes qui souhaitaient se faire euthanasier en Suisse ou en Belgique. On reviendra sur la détresse morale de certains migraineux. Peut-être un zoom sur l'impact économique de cette maladie, un impact qui est très très lourd, hein, pour tous les malades. Alors, du côté économique, Novartis a réalisé une étude qui révèle oui, que 60% des patients migraineux ont une perte de salaire annuelle. Ça représente aussi un coût pour les employeurs. Le tout représente 3,8 milliards d'euros pour la société. Pour les patients, il y a aussi le coût des dépassements d'honoraires, des traitements non remboursés, etc. Oui, on évoquait la détresse qui pousse même certains migraineux jusqu'au suicide. Il faut rappeler que la migraine, c'est vraiment une épreuve, hein, pour tous les malades. Vous pouvez en témoigner, d'ailleurs Sabine et Johanna en témoignera dans un instant. C'est une épreuve et c'est parfois même un enfer. Alors, les crises, elles sont très éprouvantes, mais pas seulement à cause de la douleur, qui est souvent comparée à un accouchement sans péridurale, voire pire, hein. Les migraineux ressentent souvent des coups de marteau, des pics à glace. Mais elle est aussi associée à de nombreux symptômes, dont une intolérance au bruit, à la lumière. Le moindre mouvement aggrave la douleur, ce qui les contraint à se réfugier dans une chambre sans bruit et sans luminosité. Pour un cinquième à un quart des migraineux, il y a aussi des troubles moteurs, c'est-à-dire des troubles de la vue, de la parole, de la sensibilité, plus rarement des troubles moteurs. Et ça, c'est vraiment à la fois handicapant et angoissant. Mais la migraine est angoissante pour tout le monde, tous les migraineux. Comment expliquez-vous que la migraine soit aussi mal prise en compte? Alors, c'est incompréhensible parce que la migraine a été découverte, décrite il y a plus de 2000 ans. Et au cours des siècles, de nombreux médecins l'ont étudiée. À ce jour, elle est toujours méconnue et un des aspects est qu'il n'y a aucun examen médical courant, hein, en médecine courante, qui permette de la diagnostiquer parce que ces mécanismes ne sont toujours pas tous élucidés, elle est très complexe. Un autre aspect est probablement le fait que ce soit essentiellement des femmes qui sont touchées, d'ailleurs les hommes hésitent à en parler, du coup on a minimisé. Et il y a aussi le fait que les non-migraineux la comparent à un petit mal de tête qu'ils ressentent et pour eux, c'est inimaginable pour eux ce que ressentent les migraineux en crise et puis la fatigue qui en résulte. Donc, les idées reçues, on la vie dure, ça passe pour de la paresse, être douillet, il y a des rumeurs comme quoi c'est le foie, le cou, etc. Je laisse la parole à Jérôme Maouet pour un peu Oui, passer toutes ces idées reçues. on va justement avec vous, docteur, tenter de mieux comprendre cette maladie, même si effectivement il faut y être confronté pour vraiment prendre conscience de tout le phénomène. Qu'est-ce qu'une migraine? Qu'est-ce qu'une crise? Et qu'est-ce qu'être migraineux, docteur?
Merci Sébastien et merci Sabine pour ton témoignage. Donc, en effet, Sabine le disait, la migraine reste mal connue et notamment une des raisons, c'est que finalement le terme migraine, il est utilisé à tort et à travers alors qu'il s'agit d'une vraie maladie. Et donc, en fait, très souvent, on utilise le terme, et encore plus en français, on utilise le terme migraine pour tout type de mal de tête, alors qu'en réalité, il y a plus de 200 types de maux de tête et que la migraine en est une parmi 200. Et donc, on peut avoir mal à la tête parce qu'on a une lésion dans le cerveau, on peut avoir mal à la tête parce qu'on a une sinusite, on peut avoir mal à la tête parce qu'on a une gueule de bois, on peut avoir mal à la tête parce qu'on est stressé, et puis on peut avoir mal à la tête parce qu'on est migraineux, et donc on a une maladie qui se caractérise par le caractère répété de crise. Mais il est vrai que ce terme est très souvent utilisé à tort et à travers pour des gens qui ont un léger mal de tête qui en réalité ça s'avère être une céphalée de tension. Et donc, ceci peut générer une incompréhension pour les patients. Mais en fait, la migraine, qu'est-ce que c'est? C'est la répétition de plusieurs crises. Et donc, une crise, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est non seulement, je mets la diapo qui suit, un épisode de mal de tête, mais j'ai mis que c'était un mal de tête avec un plus parce qu'il n'y a pas que mal à la tête. En fait, pendant 2 à 3 jours, le patient migraineux, il souffre, il a très mal à la tête, ça peut être très intense, mais il est aussi bloqué dans son lit parce qu'il a la lumière qui l'agresse, le bruit qui l'agresse, le moindre mouvement l'agresse, et il a très souvent des nausées, peut avoir des vomissements. Et puis, en fait, ce n'est pas que ça. Même avant, il peut y avoir chez un tiers des patients des auras, on y reviendra, mais ça traduit un dysfonctionnement du cerveau au niveau du centre visuel ou au niveau du centre de la sensibilité, voire même de la parole. Et puis encore avant ça, il peut y avoir ce qu'on appelle les prodromes. Donc, les patients n'ont pas encore mal à la tête, mais ils ont déjà la vie gâchée, perturbée par une grande fatigue, une baisse de morale, des difficultés de concentration. Et puis, une fois que le mal de tête est passé, c'est toujours pas toujours réglé parce qu'après, on peut avoir une fatigue, une difficulté de concentration qui persiste. Et donc, on imagine bien que ça peut impacter la vie de tous les jours, surtout que ça se répète. Et c'est ça qui caractérise la migraine, c'est le fait d'avoir ces crises de manière répétée. On peut imaginer finalement que tout le monde pourrait un jour souffrir d'une crise, mais ce qui caractérise le fait d'être migraineux, donc d'avoir une maladie migraineuse, c'est le caractère répété de ces crises. Et c'est ce que montre la diapo suivante, c'est qu'on peut avoir… Ah oui, pardon, je vous montre d'abord des exemples d'aura visuelle, et vous voyez sur cette image qu'en fait, ça progresse, ça bouge, il y a des zigzags, il y a des choses qui brillent et qui empêchent la vue, et tout ça peut annoncer la migraine. Il y a d'autres images. C'est ce que voient en fait certains migraineux, hein. C'est bien ça, Jérôme. Exactement, c'est ce que voient les migraineux avant la crise de douleur, qui peut annoncer leur crise de migraine et qui peut être particulièrement handicapant, puisque non seulement il y a ces symptômes visuels, puis ça peut être suivi de symptômes sensitifs, puis même éventuellement de problèmes de la parole. Donc, ça peut être extrêmement invalidant. Et puis, quand je disais que donc, le fait d'être migraineux, c'est d'avoir des crises répétées, vous voyez que ces crises-là, elles se répètent. Alors, Sabine en parlait un petit peu tout à l'heure, soit dans la forme épisodique, et donc c'est extrêmement variable. Vous avez des patients qui peuvent faire 10 crises dans l'année, 10 crises dans leur vie, mais aussi 10 crises dans le mois. Et vous voyez en dessous la forme migraine chronique. Finalement, c'est la forme où les patients ont plus de jours avec maux de tête que de jours sans maux de tête. Et finalement, donc en gros, les migraineux ont un cerveau qui est un petit peu dysfonctionnel et qui est un petit peu intolérant au changement. Et très souvent, on retrouve, mais pas toujours, et c'est ça qui est toujours frustrant, un changement d'état qui favorise la survenue d'une crise, comme dormir trop peu, plus de soleil, moins de soleil, le jeûne, manger trop, et ainsi de suite. Donc, des changements qui peuvent favoriser la survenue d'une crise. Alors, ces changements ne sont parfois pas évidents, c'est notamment les changements hormonaux. Et puis, parfois, il n'y a pas de changement évident et malheureusement, une crise survient. Mais voilà, donc la migraine, c'est la répétition de crises de migraine qui est due à un cerveau qui est anormalement hyper excitable. Alors, Sabine en parlait tout à l'heure, ça ne se voit pas au scanner, ça ne se voit pas aux IRM. On pourrait, si on voulait, c'est ce que j'ai fait quand on a fait de la recherche, quand j'étais à Boston, on enregistrait le cerveau des souris migraineuses pour prouver qu'elles le sont. Et on a la chance que les humains puissent nous relater les choses, et donc on peut poser le diagnostic si le patient nous rapporte tous les symptômes, puisqu'il y a des critères internationaux qui permettent de poser le diagnostic avec des crises répétées, d'une intensité importante, avec des signes qui lui sont associés. Merci Jérôme, on vous retrouvera tout à l'heure. En tout cas, c'est déjà beaucoup plus clair désormais. Johanna Thibault est avec nous. Vous êtes migraineuse. Depuis combien de temps?
Alors, je suis migraineuse depuis 2016 suite à une opération et je suis devenue migraineuse chronique très rapidement, fin 2016, suite à une mauvaise prise en charge par mon médecin généraliste et à cause du manque d'informations. D'accord. Combien de crises par mois, Johanna? Au moins, c'est une quinzaine de crises par mois. Une quinzaine de crises par mois. Oui. Qu'est-ce qui déclenche chez vous une crise de migraine? Alors, les déclencheurs sont vraiment nombreux. C'est difficile de tous les citer. Je vais donner les principaux. Donc, on a, j'y tiens beaucoup, c'est le mésusage du traitement. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre traitement de crise, on ne peut pas le prendre pour nous chronique. Enfin, moi, personnellement, je suis chronique. Donc, j'ai des crises quasiment tous les 2 jours. Je ne peux pas prendre mon traitement à chaque crise. Sinon, c'est un cercle vicieux et je vais enclencher encore plus de crises. Donc, il y a ça. Il y a les émotions fortes, tout ce qui est le stress, la colère, la tristesse, tout ce qu'on peut vivre au quotidien. La fatigue, l'alimentation, les changements de temps. Au niveau du temps, on est sensible aux températures, à la chaleur. On est sensible aux changements de temps, à la pression atmosphérique. C'est vraiment très, très vaste. Dans ma vie quotidienne, je sais que j'ai besoin d'avoir les fenêtres minimum entrouvertes dans chaque pièce chez moi. Il me faut de l'air, de l'aération. Les lumières fortes et les fortes odeurs, les environnements bruyants, tout ça sont des déclencheurs aussi. Les écrans aussi, j'imagine. Les écrans, oui, pardon, oui, quand je dis les lumières fortes, Ouais. ça comprend les écrans, le soleil, les phares des voitures dans la nuit. Vous avez essayé beaucoup de traitements depuis le début de votre maladie, depuis 5 ans? Oui, 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 non seulement je les ai essayés, mais en plus, je les ai cumulés pendant une année. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas de traitement pour nous. Donc, je suis traitée avec des neuroleptiques, des anxiolytiques, des antidépresseurs, des bêta-bloquants. J'ai aussi essayé l'oxygène. Euh, Tout ça, ça donne l'impression à un moment donné d'être une noix gavée, comme un rat de laboratoire qui est juste bon à tester pour trouver la solution miracle qui va faire que on va être soulagé. Euh, Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que ces médicaments nous donnent des effets secondaires qui peuvent être très lourds aussi. C'est ce qui va s'ajouter en plus de nos symptômes de la migraine. Euh, Moi, personnellement, avec tous ces traitements, à un moment donné, j'ai dû arrêter. On a dû diminuer parce que j'étais plus capable de réfléchir. J'avais des grosses pertes de mémoire. Pour donner des exemples concrets, j'ai déjà laissé le gaz allumé. J'ai oublié mes clés sur la porte d'entrée. Euh, donc voilà, c'est pas évident le parcours thérapeutique du migraine. Vous avez déclaré cette maladie bousille tout sur son passage. Qu'est-ce que la migraine a changé dans votre vie? Alors tout, elle a vraiment tout changé. À une certaine époque, j'aurais même dit elle a tout ruiné, mais j'ai réussi à me reconstruire. Donc, elle a l'emploi, en premier lieu, déjà, j'ai perdu mon emploi et j'ai enchaîné ensuite les pertes d'emploi. Donc, c'était très difficile. Le quotidien, je peux pas faire les courses, le ménage, conduire, cuisiner, même promener mes chiens. Tout devient un enfer. Les relations sociales et familiales. Je fais plus de repas en famille, je ne sors plus au cinéma, je ne fais plus de soirées entre amis. Et j'ai même un exemple concret qui est arrivé il y a quelques semaines, c'est que ma petite sœur s'est mariée
et elle avait la préfecture en France, en France métropolitaine et l'église à La Réunion. J'ai eu de la chance, j'ai pu assister à la préfecture, mais je n'ai pas pu assister au voyage à La Réunion pour voir le mariage à l'église. Après, il y a aussi l'aspect à la maternité. Je ne veux plus d'enfants. Je n'en veux pas. Je veux pas parce que je sais que je vais faire subir mes souffrances et toutes les conséquences à mon enfant. Je veux pas, moi, je veux qu'il ait une vie normale. Et pour finir aussi, elle a changé mon physique. J'ai eu des grosses prises de poids entre 20 et 30 kilos, mais pas que. Elle a mis à la poubelle beaucoup de mes projets et toutes mes activités. Oui, vous disiez, vous avez même dû tout reprendre à zéro, hein, Oui, et oui, vous oui. réadapter. C'est comme une tempête qui vient ravager la vie. Et donc, oui, j'ai dû tout reprendre à zéro et tout réadapter à la migraine. Avec la difficulté en plus de tout accepter et de tout surmonter, c'est-à-dire la situation, la souffrance physique et, il ne faut pas l'oublier, la souffrance psychologique. C'est vraiment un réel traumatisme. Surtout quand on doit affronter la profonde solitude qu'on a. On n'a pas d'informations, on n'a pas de soutien, on n'a pas de reconnaissance, on n'a pas d'aide, on n'a pas de traitement efficace. On manque de médecins formés. En fait, il ne reste plus que nous-mêmes et la migraine. Et comme je dis, advienne que pourra. Vous avez fait une tentative de suicide il y a 1 an à cause de vos crises de migraine et de leurs conséquences au quotidien. Si je me permets de l'évoquer ce matin, c'est que vous souhaitiez aussi nous en parler aujourd'hui. Oui, 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 ça me tient à cœur d'en parler parce qu'il n'y a pas de sujet tabou, il ne faut pas qu'il y en ait. On souffre assez comme ça. Et je suis loin d'être la seule qui a essayé ou même pensé à mettre fin à ses jours. Comme le disait Sabine, l'association avait fait un sondage, il y a quand même 15% des migraineux qui y ont pensé. Tout ça, c'est dû à la douleur, à la culpabilité, à la solitude. On a l'isolement social et professionnel. On a du coup les difficultés financières qui vont en découler. L'incompréhension autour de nous et du coup la perte de l'entourage et la dépression arrive. Et de là, tout devient noir. Ce que je trouve honteux, c'est qu'on nous laisse, pour moi, sciemment souffrir, alors que nos pays voisins, eux, ils ont déjà plusieurs traitements, ils ont une reconnaissance de la maladie. On nous donne des faux espoirs avec des nouveaux traitements efficaces. C'est bien, mais ils sont trop onéreux. Pour le plus grand nombre d'entre nous, on ne peut pas se le payer. Oui, ils ne Alors sont pas oui, encore remboursés, on en parlera tout à l'heure, effectivement. voilà. Alors oui, à force de ne plus voir le bout du tunnel, forcément, on finit par chercher des solutions par nous-mêmes, quitte à mettre fin à nos jours, clairement. Et vous avez, à la suite de cette tentative de suicide, je crois, été hospitalisé. Alors oui, Vous voulez nous en parler? oui, j'ai une anecdote que je trouve très importante sur la prise en charge de mon acte. Donc j'ai été hospitalisée pendant 1 mois et ça a été une torture pour moi. Pourquoi? Tout simplement parce que le corps médical n'était même absolument pas formé, ni même informé sur la maladie. Donc j'ai subi des humiliations, des réflexions, des refus de me délivrer mon traitement de crise alors qu'il était prescrit. Je n'ai absolument eu aucune aide. Finalement, sortir, ça a été une vraie délivrance pour moi. Comment est-ce que vous allez aujourd'hui? Aujourd'hui, beaucoup mieux. J'ai réussi à passer cette mauvaise période grâce à mon entourage. Et je tiens à le dire, et aussi à une très belle personne que je ne remercierai jamais assez pour tout son investissement depuis notre premier rendez-vous, c'est mon médecin généraliste, aussi étonnant que ce soit.
Aujourd'hui, j'ai plus que 5 traitements, 3 comme traitement de fond et 2 comme traitement de crise. On a réussi à stabiliser la diminution il y a quelques mois parce que mes crises sont beaucoup moins intenses et légèrement moins fréquentes. Et du coup, j'ai plus besoin d'être hospitalisée pour être sous perf. J'ai réussi surtout à réadapter ma vie. C'est pas tout rose tous les jours, mais c'est bien mieux qu'avant et maintenant mon objectif, c'est d'essayer, d'être fière de ce que j'ai déjà parcouru. Vous pouvez être fier. Qu'est-ce que l'association vous apporte au quotidien? Alors l'association, elle m'a tout apporté, tout. Quand j'étais dans l'errance et dans l'ignorance de ce qu'était, vraiment, la maladie, elles m'ont apporté conseils, informations, soutien, paroles. Heu, il faut savoir que j'ai connu cette association dans ses débuts quand elle n'avait encore que les membres fondateurs et aujourd'hui, elle est plus forte que jamais. Elle offre d'autant plus, en fait, en faisant avancer notre cause par tous les moyens possibles et c'est génial parce que j'ai plus l'impression d'avancer seule, de combattre, seule et maintenant je suis 100 informée, sur tout ce qui touche la migraine, mais pas que. Elle a aussi aidé mon conjoint, ma famille, à comprendre, à tenir le coup, parce que mon conjoint aussi, en tant qu'aidant, subit toutes les conséquences, en fait, depuis le début de la maladie et devenir aidant, ça s'apprend pas, c'est difficile, psychologiquement, physiquement. L'association, elle oublie personne. Elle est vraiment là pour l'ensemble, qu'on soit migraineux, notre entourage, la maman, l'enfant, l'homme, la femme. La voix des migraineux, c'est tout simplement un pilier. Nous sommes en ligne. Restez avec nous, hein, Johanna, et merci d'ores et déjà pour votre témoignage bouleversant. On reviendra vers vous dans un instant, mais je voulais interroger Muriel Le Tutour, infirmière au CHU de Nantes, qui mène une action novatrice auprès des patients atteints de céphalée de migraine. Muriel, quel est votre rôle au quotidien? Il est varié déjà. En fait, l'idée est surtout venue des 2 médecins spécialistes en céphalée migraine qui sont Dr Degalon et Dr Kuhn, une algologue et une neurologue, qui ont eu l'idée de répondre à un appel à projet lancé par l'ARS des Pays de Loire, dont l'objectif était de développer l'accompagnement des patients céphalalgiques. Donc, c'est-à-dire ayant des maux de tête. Donc, forcément, il y a parmi ces patients céphalalgiques des patients qui ont des migraines et d'autres qui n'en ont pas. Mais c'est par ce biais-là que mon poste a été créé. Et donc, moi, mon rôle, il a plusieurs axes en fait. J'effectue des consultations déjà conjointes avec la neurologue et l'algologue, ce qui permet d'avoir aussi un regard pluridisciplinaire, alors bon, à 2, mais en tout cas médical et paramédical, sur la personne, sur sa maladie migraineuse, quelles sont ses conséquences, son retentissement global, comment adapter le traitement, etc. Et je fais également des consultations seule. Donc, et là encore, mon rôle il est très variable. Je peux faire des consultations de première fois. C'est-à-dire que l'idée, c'est de poser un diagnostic infirmier déjà sur la typologie des céphalées primaires et c'est là qu'effectivement, je rejoins complètement ce que disaient Sabine et Johanna. Il y a une grande méconnaissance, et c'est ce qu'évoquait le professeur Maoui également. Des gens qui pensent qu'ils ont des migraines, ça n'en est pas. Donc, effectivement, le traitement n'est pas du tout le même. Et à l'inverse, j'étais aussi très étonnée en prenant ce poste des gens qui font des migraines depuis des années sans le savoir, en fait. Parce qu'ils n'ont jamais...
probablement, souvent, c'est des gens qui n'ont pas d'autres personnes migraineuses dans leur entourage et dont le diagnostic n'a jamais été posé. Et au final, là aussi, ça pose un problème dans la prise en charge, puisque finalement, ça fait des années qu'ils souffrent de migraines avec des traitements non adaptés, puisque le diagnostic n'était pas posé. Donc ça, c'est une chose. Je fais aussi des consultations de ce qu'on appelle d'étayage. Donc ça permet, en fin de compte, d'avoir, parce que dans un CHU, en tout cas à Nantes, on est un centre tertiaire de recours. Donc ça veut dire qu'on draine des patients de toute la région. Et forcément, les délais de consultation des médecins sont plutôt très longs, en moyenne 6 à 9 mois. Donc finalement, le fait de mettre une infirmière dans la boucle, ça permet aussi de faire des consultations un peu plus rapprochées, non pas je ne suis pas prescriptrice, je ne suis pas médecin, mais le but, c'est d'évaluer le traitement, d'évaluer ses effets indésirables, d'évaluer son efficacité, d'évaluer le retentissement global de la maladie migraineuse sur la vie des patients. Et comme on travaille très étroitement ensemble et qu'on se voit toutes les semaines, eh bien, ça permet d'avancer un peu plus rapidement chez des patients qui sont en souffrance. Qu'est-ce que ça apporte justement aux patients? Est-ce que vous avez déjà un retour d'expérience sur votre démarche qui est encore une fois, pour l'instant, assez novatrice en France? Oui, alors j'ai le sentiment, en tout cas plusieurs patients nous ont dit que c'était que ça leur avait beaucoup apporté, parce qu'en fait, il y a aussi ce côté rassurant. Je suis aussi là pour répondre à l'urgence ressentie, c'est-à-dire que s'il y a un effet indésirable d'un traitement de fond, s'il y a une question sur le traitement, sur les effets, sur une crise de migraine qui est atypique pour la personne, c'est aussi mon rôle de répondre assez rapidement. En tout cas, ça fait partie de mes fonctions à 50% donc, de mon temps. Donc, j'ai quand même plus de temps pour répondre. Donc, je pense que ça permet, voilà, il y a un côté rassurant. D'être accompagnée, d'avoir une réponse. Et puis comme je suis formée aussi à l'éducation thérapeutique, il y a tout un versant de mon travail qui est aussi sur expliquer ce qu'est la migraine, expliquer ce que peuvent être ce qu'on appelle les facteurs d'entretien, étudier ensemble quel est le retentissement propre à chacun et comment faire pour travailler sur ces différents retentissements, et également sur le traitement, du coup, comment l'utiliser, le bon traitement au bon moment, à la bonne dose, combien de temps, etc. Effectivement, c'est en passant un maximum de temps finalement au contact des migraineux qu'on comprend l'étendue de cette maladie. Ça répond à un vrai besoin, aujourd'hui, vous êtes plus à même de comprendre les crises et ce que subissent les migraineux. Fort de cette expérience, est-ce que vous souhaiteriez que la démarche qui a commencé à Nantes et peut-être aussi dans d'autres CHU soit généralisée à l'ensemble de la France? Moi, après, je suis infirmière, donc je parle aussi peut-être pour ma paroisse, comme on dit, mais moi, je suis persuadée que en tant qu'infirmière, on a un autre regard, on a une autre approche, et que tout ceci est complémentaire. Et que finalement, de développer, mais je crois que ça vaut c'est valable dans plein de pathologies, en fait, dans plein de maladies chroniques. C'est déjà, ça se fait beaucoup dans le diabète, par exemple, mais je pense que dans tout ce qui est maladies chroniques, et notamment dans des maladies qui sont un peu méconnues du grand public, des médecins traitants, qui ne sont pas tous formés, mais c'est bien normal, ils ne peuvent pas tout connaître. Je pense que c'est un vrai complément et un regard différent. Johanna, une réaction au témoignage de Muriel et sur l'expérience nantaise? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'en l'écoutant, je me dis, c'est sûr que je ne serais pas passée à l'acte avec cette aide. C'est vraiment, je confirme, c'est vraiment important pour nous, et c'est rassurant d'avoir des professionnels de santé qui sont formés à notre maladie. J'ai réussi à avoir de meilleures prises en charge, par exemple, en déménageant en région parisienne, parce que je viens d'un petit département français où même le SAMU refusait
de se déplacer par méconnaissance de la maladie. Donc, on a vraiment et absolument besoin de personnes comme Muriel, avec des services comme le sien. Ouais, il y a un gros travail de sensibilisation et de formation sans doute à mener auprès du personnel médical et du personnel hospitalier notamment. Merci Muriel pour ce témoignage. Pour trouver le bon traitement, il faut, on l'a dit, faire le bon diagnostic et pour cela, il faut un maximum d'informations. Céline Ferron, vous êtes avec nous, vous êtes cofondatrice d'Apo Migraine. Est-ce que vous pouvez nous présenter Apo Migraine et pourquoi vous êtes-vous lancée dans ce projet ? Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Céline Ferron, cofondatrice d'Apo Migraine, l'application faite par et pour les patients et médecins pour prendre le contrôle de la migraine. C'est une application française, faite un pied en Bretagne, un pied à la station F à Paris. Et depuis le tout début, on travaille avec un panel de patients migraineux et de neurologues spécialistes de la migraine, pour nous assurer que l'application répond bien aux besoins à la fois des patients et des médecins, tout en restant simple, efficace et personnalisé. Simple parce que vivre avec la migraine, c'est déjà assez compliqué comme ça pour les patients. Efficace parce que l'idée est vraiment de faciliter la collaboration patient-médecin. Et personnalisé, parce que chacun vraiment vit sa maladie à sa manière. Donc, c'est à l'application de s'adapter et non l'inverse. L'application permet aux patients migraineux d'enregistrer une crise de migraine en moins de 30 secondes, de savoir comment leur migraine évolue dans le temps en un coup d'œil, puisque l'analyse est faite automatiquement par l'application, de partager des informations claires et précises avec le médecin lors des consultations via l'envoi ou l'impression d'un rapport dédié au médecin, et aussi d'apprivoiser leur maladie en apprenant à la connaître via des modules d'éducation thérapeutique qui sont disponibles dans l'application. Pourquoi je me suis lancée dans ce projet ? Il y a plusieurs raisons en vrai. C'est que je suis moi-même migraineuse depuis plus de 15 ans et j'étais lassée en fait de me sentir passive, de ne rien gérer du tout, et je refusais de me dire que j'allais vivre avec cette épée de Damoclès sur la tête le restant de mes jours. Parce qu'aussi je me sentais être une mauvaise patiente. En fait, je sortais de consultation assez stressée et un peu déçue parce que j'avais oublié les questions que je voulais poser au médecin. La consultation, ça passe assez vite, c'est assez stressant. Et puis aussi, surtout parce qu'en fait, je culpabilisais d'être incapable de donner une vision claire et précise de l'évolution de ma maladie au neurologue. En gros, j'avais l'impression de ne pas donner assez de billes aux neurologues pour qu'ils comprennent comment j'allais vraiment et comment finalement identifier l'approche thérapeutique qui était la plus adaptée à mon cas. Et vraiment pour vous aider, parce que je ne sais pas s'il y a des migraineux dans l'assistance, mais pour vous aider à vous mettre dans les chaussures d'un migraineux, je ferais volontiers le parallèle entre la consultation migraine pour un migraineux et l'entretien annuel de compétences pour un salarié. Déjà, on voit son spécialiste tous les 6 mois ou tous les ans, donc c'est très espacé. Et puis, il ne s'agit pas de votre augmentation ou de votre promotion, mais il s'agit de quelque chose de bien plus crucial, en fait, puisqu'il s'agit d'améliorer votre parcours de vie. C'est de savoir comment faire pour que la migraine ait le moins d'impact possible sur votre qualité de vie. Et puis, la dernière raison, je pense que c'est pour le coup plus classique, c'est une quête de sens. Je travaillais depuis une dizaine d'années dans le digital et je voulais m'atteler à un projet à impact qui pouvait aider des milliers de patients. Et c'est vrai que quand on reçoit un message d'utilisateur qui vous remercie pour l'aide apportée au quotidien, c'est beaucoup plus facile de se lever le matin. Effectivement, maintenant que vous nous avez dit que vous nous voyez votre spécialiste que tous les 6 mois ou tous les ans, effectivement, il ne faut surtout pas rater ce rendez-vous. On a envie de donner un maximum d'informations pour avoir le meilleur diagnostic. Et finalement, cette appli, elle permet d'avoir une photographie, c'est ça, de votre maladie et de vos crises. Exactement. Ça aide vraiment en fait la discussion, les consultations. J'en ai refait depuis l'application et c'est un parcours de consultation qui est beaucoup plus serein pour le migraineux, et je pense on pourra demander au docteur Mahouet ou même à Muriel que pareil pour la personne qui est de l'autre côté du bureau, le neurologue ou l'infirmière, c'est aussi plus facile de savoir un peu comment les choses se passent du côté du patient. Et aujourd'hui, ça fait 6 mois que l'application est lancée, mais on a déjà quelques chiffres qui
qui nous donne des informations assez précises. Déjà, nos utilisateurs ont entre 7 et 75 ans aujourd'hui, donc en fait, il n'y a pas de barrière, de barrière d'âge pour la e-santé. Un point très important aussi, c'est que nos utilisateurs les plus sévèrement touchés par la migraine ont perdu 18 jours en moyenne sur le mois d'août, uniquement sur le mois d'août. Donc oui, la migraine ne tue peut-être pas directement, mais elle enlève un sacré nombre d'années de vie aux patients. Et il y a plus de 4520 traitements de crise qui ont été renseignés dans l'application sur l'été. Et en fait, on sait que la prise de traitement, c'est un enjeu majeur dans la vie des migraineux, parce qu'à la fois, on nous dit qu'il faut prendre le traitement de crise au tout début de la crise pour vraiment la tuer dans l'œuf et que le traitement soit le plus efficace. Mais en même temps, on vous dit que voilà, il ne faut pas prendre trop de traitement de crise, ou en tout cas de manière trop fréquente, au risque de tomber dans vraiment la migraine chronique et d'augmenter le nombre de jours de migraine dans le mois. Et puis, il y a d'autres retours qu'on a des utilisateurs, et donc on a appris, non, c'est sur la slide précédente, donc ce qu'on apprend aussi via l'application, c'est que, en fait, il n'y a pas de doute, les patients migraineux sont non seulement en vie, mais ils sont prêts à gagner en autonomie, à jouer un rôle important dans leur parcours de soins, à vraiment collaborer avec les équipes de soins, les infirmiers, les pharmaciens, les neurologues ou leurs médecins traitants. Et ils sont aussi prêts, en fait, à soutenir la recherche via l'application. La e-santé, c'est un vrai espoir pour mieux prendre en charge cette maladie, selon vous? C'est un outil de plus? Oui, moi, je le crois vraiment. Je pense qu'on peut même quantifier l'impact de la e-santé à 3 échelles. D'abord, à l'échelle individuelle, l'outil d'e-santé qui est Apomigraine aide le patient à mieux gérer sa maladie, à mieux en rendre compte à son médecin, et du coup, ce médecin peut vraiment délivrer une médecine personnalisée et identifier l'approche thérapeutique qui est la plus adaptée à son patient. À une échelle un peu plus collective, c'est un outil qui peut aider à faciliter, à fluidifier en fait le parcours de soins et à diminuer le temps d'attente entre des consultations. Muriel le disait tout à l'heure, quand on est au CHU de Nantes, forcément, il y a un temps d'attente pour consulter. En donnant la bonne information au bon moment, on aide à fluidifier tout ça et à rentrer dans de la médecine préventive et à éviter des cercles vicieux comme peut l'être la migraine par abus médicamenteux. Et à l'échelle la plus large, en fait, les outils digitaux comme Apomigraine peuvent faciliter la recherche, puisqu'ils agrègent une masse de données anonymisées qui sont des données clés pour les chercheurs. Et aujourd'hui, il y a encore beaucoup de choses qu'on ne s'explique pas sur la migraine, et donc c'est vraiment important de soutenir la recherche. Après, entendons-nous bien, moi je ne crois pas du tout au tout digital, donc je pense que la e-santé n'a un sens que si elle se met au service de la relation humaine entre le patient, le médecin et le chercheur. Et puis, il n'y a pas de miracle. Apo ne guérira pas la migraine, c'est une certitude. Mais si en plus de faciliter la vie des patients, elle peut aider les neurologues et les chercheurs à mieux comprendre la maladie et donc mieux la soigner, voilà, c'est déjà pas mal et c'est mission accomplie. Céline, je me permets de revenir sur un chiffre que vous avez donné qui fait réagir sur le chat. C'est 18 jours de perdus au mois d'août. Oui, il faut imaginer qu'en fait, c'est donc les patients les plus sévères, mais je pense que tout le monde dans les speakers pourront en témoigner. Les migraineux sévères et chroniques, en fait, c'est la moitié de leur vie qui passe à la trappe. C'est 18 jours pendant lesquels on ne peut pas profiter de la vie, c'est ça? Exactement. Dans le noir. Voilà, c'est 18 jours où ces migraineux les plus sévères ont eu des crises modérées à sévères, et donc c'est vraiment une interruption de leur quotidien. Ils doivent s'isoler dans le noir, etc. Donc c'est 18 jours vraiment de perdu. Et ça, c'est sans compter les prémices de la crise et le post-crise où vraiment on est complètement KO. Donc en fait, ça se trouve, l'impact, il est encore plus fort que ces 18 jours. Sur le mois d'août. Effectivement. C'était en tout cas une précision importante, Céline. Docteur Maouet, quels sont aujourd'hui les traitements contre la migraine? Et je reprends aussi une question qui était posée dans le chat. Comment expliquer l'absence d'avancée dans les traitements efficaces pour prévenir l'apparition des crises? C'est à vous. Merci. Sujet.
Merci beaucoup et merci à tout le monde pour les interventions précédentes. Est-ce qu'on peut passer en mode plein écran? Merci beaucoup. Donc, oui, merci pour les interventions et puis félicitations à Johanna pour son courage face à la souffrance qu'elle nous a partagée. Pour ce qui est des traitements, donc, il y a deux types de traitements. Les traitements de crise, qui sont des traitements qu'on donne à tous les patients migraineux pour essayer de bloquer, d'arrêter la crise quand elle vient. Et puis, on y viendra après, les traitements de fond, les traitements préventifs pour les patients qui ont beaucoup de crises ou qui ont des crises très fortes, pour essayer de les espacer et de faire qu'elles viennent moins souvent. Alors, que ce soit pour le traitement de crise ou pour le traitement de fond, il y a de la recherche, énormément de recherche. Il y a des avancées, il y a des nouveaux traitements qui ne sont pas encore sortis en traitement de crise, mais qui sont en cours. Et puis, il y aura, on en parlera après dans les traitements de fond, il y a des nouveaux traitements qui sont en effet là, mais qui ne sont malheureusement pas remboursés. En tout cas, en traitement de crise, les deux traitements cardinaux, c'est les anti-inflammatoires et les triptans. Les anti-inflammatoires qui sont des traitements que vous connaissez et qu'on peut, puisque c'était une des questions, prendre comme ça avec son pharmacien. Et les triptans, eux, qui nécessitent une prescription médicale, qui sont des traitements spécifiquement développés pour la migraine. Si vous avez ce traitement dans votre tiroir et que vous le prenez pour une douleur aux pieds ou aux oreilles, ça ne marchera pas. Et c'est des traitements qui ont été une révolution dans la prise en charge de la migraine, même si certaines personnes ne sont pas, elles ne permettent pas le contrôle de la crise chez tout le monde et qu'ils peuvent avoir des effets secondaires qui limitent leur utilisation. En tout cas, c'est vrai que sur une crise sévère, le paracétamol a peu d'efficacité. Le secret, Céline en parlait tout à l'heure, c'est de les prendre précocement. Je dis parfois aux patients que la migraine, c'est comme le feu. Si jamais on jette un petit verre d'eau après 1 heure, on ne va pas réussir à le contrôler. Si on jette un seau d'eau dès le départ, on a plus de probabilité de le contrôler. Alors, Johanna en parlait tout à l'heure, et c'est vrai, le fait de prendre souvent des antidouleurs peut aggraver encore la migraine, et c'est tout le risque, et c'est toute l'importance d'un suivi avec avant tout un médecin généraliste, et Johanna soulignait l'importance de son médecin généraliste, et ça, il est capital, et d'une infirmière comme Muriel tout à l'heure, et puis dans les cas plus sévères, le neurologue, et puis l'autre message, c'est éviter tous les dérivés de la codéine et de la morphine, qui plus encore que les autres, ont tendance à aggraver la migraine. Alors, si on revient au traitement de fond, j'ai juste mis une petite diapo pour réexpliquer le principe de ce traitement de fond. On a parlé tout à l'heure du fait que le migraineux avait un cerveau un peu plus hyperexcitable, un petit peu plus sensible à différents facteurs. Si on prend ce schéma, on voit qu'un non-migraineux, si on ajoute forte émotion, grasse matinée, décalage horaire et vin blanc, ça ne va pas atteindre son seuil, il ne va pas déclencher une crise de migraine. Un migraineux, eh bien, il a un seuil plus bas. Il est fabriqué comme ça ne va pas se voir au scanner, ça ne va pas se voir à l'IRM, mais pour autant, il faudra moins de choses pour déclencher une crise. Et le principe du traitement de fond, c'est de remonter ce seuil pour permettre aux patients migraineux d'être exposés à davantage de facteurs favorisants. Je viens à la diapo qui suit. Donc, en l'occurrence, voilà ici donc, un patient migraineux qui a un traitement de fond, eh bien, son seuil est relevé. Et malgré cette forte émotion, la grasse matinée, le décalage horaire, il n'aura pas de crise. Alors après, si jamais il y a en plus le vin blanc et en plus un gros stress, là, ça peut arriver. C'est le principe du traitement de fond. On en parlait donc. Là, les traitements de fond qu'on avait jusqu'il y a peu étaient des traitements qui sont détournés de leur indication principale. On peut passer à la diapo suivante. Et c'est les antihypertenseurs, les antidépresseurs et les antiépileptiques principalement. C'est des traitements qui ont des preuves d'efficacité. C'est vrai que, Johanna en parlait tout à l'heure, qu'ils peuvent avoir des effets secondaires. Alors heureusement, pas pour tout le monde. Ça reste des traitements efficaces, donc des traitements de première ligne. Mais c'est vrai qu'il y a des avancées, notamment sur les molécules qui ciblent le CGRP. Le CGRP, c'est la molécule qui est impliquée dans la transmission de la douleur dans la migraine. Il y a des nouvelles molécules qui sont disponibles dans d'autres pays depuis plusieurs années, qui sont en France depuis quelques mois, mais qui ne sont malheureusement pas encore remboursées. Moi, j'ai la chance de les avoir depuis 2016, je pense, puisqu'on participait à des études. Mais c'est vrai qu'on est actuellement, et Sabine va en parler davantage, dans une situation qui est complexe, puisque c'est des médicaments qui sont très efficaces, bien tolérés, mais qui ne sont pas remboursés. Et donc, c'est très compliqué pour le neurologue de savoir s'il peut ou non en parler, évoquer cet espoir à un patient qui peut-être ne pourra pas se les permettre. En tout cas, et coûte cher ces médicaments? Eh bien oui, pour le moment, ils coûtent entre 250 et 270 € par mois, même si c'est moins cher que dans d'autres pays. Malheureusement, il n'est pas remboursé.
Et puis voilà, après, il reste de la recherche, hein. Il y a des nouveaux traitements de crise qui vont arriver, il y a d'autres traitements de fond qui sont en cours de développement. Il y a énormément de recherches, on comprend mieux la migraine et c'est ce qui sera abordé lors du sommet de samedi, notamment par le professeur Chounen. Mais comme dans toutes les autres maladies, il y a encore des choses à découvrir, encore des choses à avancer. Le facteur limitant, c'est qu'on a des traitements très efficaces qui sont là, mais qu'on ne peut pas les proposer à tout le monde. Alors, docteur, vous restez avec nous hein, pour répondre aux questions des journalistes qui sont en ligne avec nous. Peut-être une dernière question, Sabine. Le remboursement de nouveaux médicaments, c'est vraiment l'un de vos grands combats. Alors, il faut rebrancher votre micro, Sabine, on ne vous entend pas. Voilà. Donc, effectivement, c'est celui qui me prend le plus de temps. On bataille depuis 2 ans. À l'heure actuelle, au mois de juin, il y avait 16 pays d'Europe qui remboursaient ces traitements. Nous avons envoyé des courriers, j'ai obtenu des rendez-vous avec des conseillers du ministère qui ont eu la gentillesse de me recevoir. En janvier 2021, nous avons mobilisé toute la communauté des migraineux et la moitié des députés de France ont reçu des témoignages, à la suite desquels quelques députés, enfin nombreux députés ont posé des questions à Olivier Véran. Ils ont reçu des réponses un petit peu irrecevables, on va dire. Nous avons agi de concert avec le SFMEC, la Société française d'études des migraines et céphalées, pour obtenir au moins la commercialisation d'anti-CGRP en France, parce que jusque-là, les malades allaient à l'étranger. Ça coûtait entre 500 et 600 €. Le coût du trajet s'additionnait et ce sont des traitements qui doivent être conservés au frais, donc il y avait ce risque de rupture de la chaîne du froid. Donc, à l'heure actuelle, comme le disait Jérôme, 2 traitements sont commercialisés, c'est-à-dire Emgality et Ajovy. Le problème, c'est que, comme le disait aussi Jérôme, pour les médecins, choisir de prescrire en fonction des revenus de leurs patients, c'est totalement inacceptable et pas du tout en phase avec les serments qu'ils ont prononcés quand ils ont obtenu leur diplôme, excusez-moi le terme. Nous avons des retours de neurologues à l'étranger qui témoignent du fait que 75% environ des migraineux sont soulagés, 25% de quelques jours par mois, mais quand on souffre de 24 jours par mois, 6 jours de moins, c'est déjà énorme. De la moitié des jours par mois, c'est-à-dire ça, c'est le critère d'efficacité pour un traitement de crise. Et encore 25% sont pratiquement totalement soulagés. S'ajoute à ça le fait qu'il y a très peu d'effets secondaires, c'est-à-dire en gros la constipation et une légère somnolence, alors que le Vidal indique une liste interminable d'effets secondaires possibles pour les autres traitements. Tout le monde ne les a pas. De plus, ces traitements ont très peu d'interaction avec les autres médicaments. Ça fait vraiment des arguments forts. Donc, nous demandons ce remboursement pour l'instant pour 45 000 migraineux sévères et chroniques sans alternative thérapeutique. Ce chiffre, je l'ai obtenu du SFMEC. Donc, parmi ces 45 000, il y a 15 000 qui le sont probablement à la suite d'abus médicamenteux. Ils prennent trop de traitements de crise. Mais il y a quand même les 2 tiers, c'est-à-dire 30 000 pour lesquels la cause n'est pas l'abus médicamenteux. Ce qu'on fait pour l'abus médicamenteux, c'est qu'on tente d'abord un sevrage. Les patients doivent arrêter totalement de prendre les traitements de crise pendant une période déterminée. C'est très, très éprouvant. Donc, à ce jour, un dossier a été déposé pour le traitement Aimovig auprès de la commission de la transparence. L'étude a commencé. L'association a déposé de son côté un dossier qui s'appelle « Contribution » qui donne l'avis des patients et nous y avons exposé plus en détail tous les arguments, hein, les arguments épidémiologiques, les arguments d'impact sur la qualité de vie, d'impact des effets secondaires et puis d'avantages de ce traitement. Pour l'instant, nous n'avons
juste obtenu que ces 2 traitements de fond, traitements anti-CGRP, soient commercialisés. On va maintenant prendre vos questions. Alors, n'hésitez pas, Sabine de Weymaeker, le docteur Maouet, Céline, Johanna, Muriel sont là pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à vous manifester, vous présenter et poser votre question. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui veut se lancer? En attendant, on peut peut-être donner une précision parce qu'effectivement, Philippe sur le chat nous disait les différents chiffres de prévalence annoncés en début de réunion font-ils consensus, Sabine? Vous avez cité effectivement 45 000 migraineux chroniques sans traitement, 15% de la population migraineuse à des degrés de sévérité variable, 45 millions de migraineux francophones. Est-ce que vous pouvez peut-être nous donner vos sources? Les sources sont internationales, mais Jérôme Maouet va pouvoir les confirmer. C'est vrai que avant, on estimait à 20%, maintenant, on a réduit à 15%. Je ne connais pas la raison, mais aussi bien aux USA qu'en Europe, c'est estimé à environ 15%. Le problème, c'est qu'on n'a pas d'études épidémiologiques récentes, à ma connaissance. Ça, c'est un problème, c'est ce que nous voudrions résoudre. Idem pour la migraine chronique, c'est estimé à 1 ou 2%, à ma connaissance. Ce qui représente, on le rappelle, 1,4 million de Français. Oui, donc c'est vrai, les chiffres, c'est 12 à 15% pour la prévalence. Après, il faut savoir que ici, vous avez entendu des témoignages de personnes qui sont avec une migraine extrêmement sévère. Et heureusement, tout le monde n'a pas une migraine aussi invalidante. Et donc, quand vous vous dites 12 voire 15%, ça va du migraineux chronique au migraineux qui a 4 crises par an, qui sont certes très invalidantes, mais qui peut être traité de manière plus facile avec un traitement de crise. Ok, on va prendre des questions, n'hésitez pas. Alors, Evita. Oui, en fait, bonjour, Evita est mon pseudo sur Facebook, il a pris ça, mais mon vrai nom c'est Joanne Montet et je travaille à la RTBF, la télévision belge. Donc voilà, j'ai une question pour Jérôme Maouet. Quand vous parlez des traitements anti-CGRP, en fait vous parlez des anticorps monoclonaux, j'imagine, ceux qui sont remboursés en Belgique depuis quelques mois, mais vous avez expliqué que vous avez eu l'occasion d'en avoir dans un protocole d'études, et qu'est-ce que vous avez eu comme type d'expérience et de retour d'expérience de la part des patients que vous avez pu enrôler? Donc, merci pour cette question, puisqu'on est enfin, voilà, je suis belge aussi. En gros, donc, il y a en effet énormément de recherches axées sur le CGRP, qui est la molécule qui véhicule la douleur. Il y a d'ailleurs eu un prix, le Brain Prize, qui a été attribué à la recherche sur cette molécule et sur les anticorps et tout ce qui en suit, ce qui est donc très en désaccord avec le fait que la France n'a pas voulu rembourser un traitement qui reçoit un prix très prestigieux qui souligne l'avancée de la recherche sur cette molécule. En tout cas, il y a beaucoup de recherches dessus. Alors, avant tout sur les anticorps anti-CGRP, donc les anticorps monoclonaux, comme on vient de dire, mais il y a aussi beaucoup de recherches sur les GPAN, qui sont donc des molécules plus petites qui ne sont pas des anticorps, mais qui bloquent aussi le CGRP et qui sont développées à la fois pour le traitement de crise, mais aussi pour le traitement de fond, qui sont déjà disponibles dans certains pays et qui sont toujours en phase d'évaluation chez nous et qui n'ont pas encore la MM en Europe. Alors, sur les anticorps anti-CGRP, en effet, on a eu la chance à l'hôpital de les avoir dans des protocoles de recherche. On a eu la chance de les avoir aussi transitoirement dans une mise à disposition pour des patients qui étaient en forme extrêmement sévère de migraine, une mise à disposition compassionnelle. Et puis, on a certains patients qui ont la chance de pouvoir investir cet argent dans leur santé, qui ont des revenus suffisants. Et donc, on a des patients qui les ont. Ce que je peux vous dire du ressenti qu'on en a, c'est que c'est ce que confirment les études, c'est que déjà, c'est extrêmement bien toléré, et c'est vrai qu'on a des problèmes de tolérance fréquents, mais pas systématiques avec les traitements plus classiques. Ici, on a très peu de problèmes de tolérance, et puis, on a une efficacité extrêmement notable. Alors, c'est comme pour tout dans la migraine, on ne peut jamais savoir à l'avance quel patient va répondre à quel traitement. Dans 30 ans, on fera une analyse génétique pour savoir quel type de migraine on a et quel type de traitement va marcher. Pour le moment, on est obligé d'avoir une attitude très empirique. Et donc, certains patients ont probablement une migraine qui dépend moins du CGRP que d'autres, ce qui explique que certains ont moins de réponses que d'autres, mais en tout cas, très fréquemment, et donc dans plus de la moitié des cas, comme le disait Sabine tout à l'heure, on a des réponses qui sont
assez impressionnante. Et je dois reconnaître que j'entends régulièrement en consultation des patients qui viennent en me disant « c'est extraordinaire, j'ai jamais vu ça », des termes vraiment superlatifs qu'on a beaucoup moins l'occasion d'entendre avec des traitements plus classiques. Et quel est le coût mensuel alors pour un patient d'un tel traitement quand il n'est pas remboursé? Bah donc, on a une situation sociale des remboursements qui est très différente de la Belgique, puisque j'ai vécu, je le sais. En Belgique, on a toujours une part à charge et je crois que ça revient à 16 € pour le patient, sachant que la sécurité sociale met le reste. En France, on est habitué à ne pas investir un centime dans la santé. Donc, c'est vrai que là, c'est exactement l'inverse. C'est que c'est 250, 270 € par mois pour pouvoir accéder à ces traitements, ce qui est, ce qu'on comprend aisément, extrêmement compliqué et plutôt rare de pouvoir investir autant d'argent pour sa santé. Sabine. Moi, je voudrais ajouter quelque chose que j'ai oublié d'aborder, Jérôme aussi. Les retours des patients montrent que la qualité de vie change totalement. C'est-à-dire qu'ils peuvent reprendre des activités comme faire un peu de sport, aller au spectacle, sortir avec leurs enfants. C'est ça qu'ils appellent extraordinaire. C'est ça qu'il y a derrière, c'est qu'ils retrouvent une qualité de vie presque normale. Et c'est vrai que donc, quand on regarde les études des molécules récentes sont de qualité bien supérieure aux molécules qui ont été développées il y a 20 ans. Il y a 20 ans, c'était beaucoup plus facile d'avoir les autorisations et les remboursements. Mais quand on regarde les études, il y a donc des preuves irréfutables d'une efficacité en nombre de jours de migraine, avec des patients qui passent de 20 jours à 5. Et puis, il y a des preuves irréfutables en termes de qualité de vie, de retentissement sur la vie de tous les jours et de bien-être. On va prendre d'autres questions. Je vous en livre une sur le chat en attendant. Quelle tentation pour les patients de tester le CBD et quels effets connus? Et j'en profite aussi pour parler de sophrologie, acupuncture. Est-ce que là aussi il y a des effets et quelle est la place de ces médecines dans la prise en charge de cette maladie? Moi, je suis tout à fait ouvert aux médecines parallèles. On a eu un groupe de travail sur le traitement non médicamenteux de la migraine pour les recommandations de la Société française d'études des migraines céphalées qui viennent d'être publiées. Donc, je suis tout à fait ouvert à ça. Mais c'est vrai que les patients étant en grande souffrance, on peut voir un petit peu de tout et il n'y a pas toujours des preuves scientifiques. Donc, en l'occurrence, le CBD, il n'y a pas d'études, il n'y a pas de preuve d'un intérêt du CBD dans la migraine aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que certains patients ponctuellement ne peuvent pas y voir un bénéfice. En tout cas, il n'y a pas de preuves scientifiques qui permettent de le recommander. Et d'ailleurs, il y a pour le moment des recherches qui sont en cours et qui n'ont pas du tout axé cette recherche sur la migraine parce qu'il n'y a pas suffisamment de preuves scientifiques. Pour tout ce qui est autre médecine alternative, donc on n'a pas le temps d'en parler, mais il y a beaucoup de neuromodulation, donc d'appareils qui permettent de prendre un petit peu le contrôle de l'hyperexcitabilité des neurones par des petits appareils extérieurs qui peuvent stabiliser un petit peu l'électricité des neurones. Et puis, il y a les prises en charge alternatives que vous venez d'évoquer. Alors, par exemple, il n'y a pas de preuves scientifiques des manipulations, il n'y a pas de preuves scientifiques alors, il y a par exemple des preuves scientifiques pour l'acupuncture. Il y a aussi des preuves de tout ce qui est chez les personnes qui ont du stress, une anxiété, voire même une altération majeure de la qualité de vie. Il y a des preuves des thérapies comportementales. Il y a aussi des preuves de la méditation de pleine conscience. Si je peux me permettre, c'est justement en fait ma place moi dans les consultations, il y a le médicament qui n'est pas toujours très efficace effectivement selon les profils et c'est justement l'idée d'évaluer les retentissements sur tous les axes de la vie quotidienne, c'est de pouvoir, disons que ça peut être complémentaire en fait. L'idée c'est tout ce qui est relaxation, méditation, activité physique, en fait c'est des règles d'hygiène de vie qui peuvent améliorer la qualité de vie. Donc effectivement, ça n'a pas toujours de preuves d'efficacité directe sur la maladie migraineuse, pas toujours, mais en tout cas sur les répercussions au moins. Et c'est ça qui est important d'explorer et c'est ça qui est variable aussi d'un patient à l'autre. Il faut imaginer qu'il y a presque autant de migraines que de migraineux finalement. Tout le monde n'a pas les mêmes facteurs déclenchants, les mêmes retentissements et je pense que c'est à adapter, quoi. Autre question?
Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, Oui. on vous entend très bien. Emmanuel, pour la télévision des pharmaciens. Quel peut être le rôle du pharmacien pour la prise en charge des patients migraineux et quels sont les conseils qu'il peut donner au comptoir lorsqu'il accueille un patient migraineux? Sabine. Alors, nous soutenons la thèse d'une étudiante en pharmacie, justement, qui essaye d'analyser les besoins des patients et le rôle du pharmacien. Alors, le premier rôle, je pense que Johanna a oublié d'en parler, mais c'est un pharmacien qui l'a alerté sur le fait que ses prescriptions étaient trop importantes et que, justement, elle consommait trop de triptan, trop d'AINS, et la conséquence pouvant en être la migraine chronique. Donc, ça serait conseiller les patients et repérer les patients qui consomment trop, qui reçoivent des prescriptions trop importantes. Ça pourrait être aussi par un petit interrogatoire, parce que quand le pharmacien connaît bien son client, entre parenthèses, son patient, il peut poser 3-4 questions et l'orienter vers le médecin, voir le neurologue, etc. Cette étudiante en pharmacie a fait une enquête que nous avons relayée, elle a obtenu 350 réponses, voir quel rôle elle pourrait avoir dans le conseil des pratiques alternatives comme la sophrologie, la méditation, etc. C'est-à-dire la prise en charge à la fois médicamenteuse, mais essayer d'orienter les patients vers des pratiques qui pourraient améliorer leur bien-être sans guérir la migraine. Oui, j'en profite pour rebondir un petit peu à plusieurs reprises, enfin, sur plusieurs aspects de ce que vient de dire très justement Sabine. Donc, en effet, sur la partie thérapeutique, le pharmacien a un rôle important. C'est vrai que face à une crise de migraine avérée, il peut éventuellement proposer un anti-inflammatoire qui ne justifie pas, selon les types d'anti-inflammatoires et les dosages, toujours une prescription. Après, le rôle du pharmacien, il est aussi très important dans le diagnostic et ça rebondit aussi à une question qui est évoquée dans le chat, c'est qu'est-ce qui fait qu'on est migraineux? C'est quoi les critères? Et en effet, c'est aussi très important, et ça nous arrive, que les pharmaciens, surtout ceux avec lesquels on travaille autour de l'hôpital, nous disent, voilà, j'ai un patient qui vient en me disant j'ai une crise de migraine, mais je vous l'envoie parce que pour moi, ça ne répond pas aux critères de migraine. En effet, la migraine, c'est caractérisé par le caractère répété de plusieurs crises, au minimum 5, qui durent jusqu'à 3 jours avec des maux de tête, la lumière qui gêne, le bruit qui gêne, des nausées, etc. Et donc, en effet, le rôle du pharmacien, c'est aussi de dire, vous me dites que vous avez mal pour la première fois de votre vie à la tête, je ne vais pas vous donner un anti-inflammatoire, je ne vais pas vous donner du paracétamol, je vais vous conseiller d'aller voir un médecin parce qu'en l'occurrence, il y a une seule chose que je suis sûr que c'est la migraine, puisque la migraine, c'est caractérisé par le caractère répété. Voilà ce que je voulais rebondir pour le rôle du pharmacien. Une troisième chose. Oui, Johanna, vous vouliez dire quelque chose? Allumez votre micro, on ne vous entend pas. Oui, je voulais juste confirmer, c'est quand même important de le préciser, c'est un pharmacien qui m'a alertée parce que j'avais des prescriptions trop courantes et trop lourdes. Et ce qui m'a conseillé, et c'est ce qui m'a aidé, c'est d'aller voir un neurologue. C'est lui qui m'a conseillé d'aller voir le neurologue. Alors justement, pour ça, il faut être honnête. Donc, en général, le médecin généraliste, et c'est dans les chats aussi, le médecin généraliste a un rôle clé dans la prise en charge et dans une migraine qui n'est pas aussi sévère que celle qu'on vient d'entendre, le médecin généraliste a toute sa place dans le diagnostic et le traitement. Et puis après, viennent en effet la prise en charge par le neurologue, éventuellement pluridisciplinaire avec une infirmière, etc. Mais c'est vrai que le médecin généraliste a un rôle clé. Et puis, que ce soit le médecin généraliste ou le neurologue, c'est aussi important qu'il soit là pour articuler la prise en charge éventuellement parallèle. On parlait tout à l'heure de la sophrologie, de la méditation de pleine conscience, des thérapies comportementales, mais c'est important qu'il y ait un médecin qui chapeaute tout ça pour contrôler. Sabine? Alors, moi, je voudrais revenir sur quelque chose qui peut concerner aussi bien les pharmaciens que les généralistes, c'est d'alerter sur le fait que, effectivement, quand c'est le premier mot de tête qu'on a dans sa vie, il faut vérifier si c'est bien une migraine, mais aussi, c'est très important, si on a un symptôme, un nouveau symptôme ou une douleur inhabituelle, il faut inciter le patient à aller directement aux urgences ou en tout cas voir son médecin le plus rapidement possible pour exclure un autre diagnostic.
c'est probablement la migraine, mais régulièrement, nous avons des retours comme ça. Les gens, ils vont sur les réseaux sociaux, j'ai ceci, j'ai cela, je vois des étincelles, j'ai peur, c'est la migraine. Non, ce n'est pas aux réseaux sociaux, ce n'est pas à l'association de confirmer le diagnostic. Ça peut être très dangereux. Quelquefois, c'est un AVC. Quelquefois, la plupart du temps, c'est la migraine, mais ça peut être un AVC ou une autre maladie très grave. Et je pense que Jérôme le confirmera. Oui, en effet, hein, c'est votre médecin traitant. Si jamais il y a des choses qui sont inhabituelles, qui reste un interlocuteur privilégié et sûrement pas, en effet, les réseaux sociaux. On le voit, Sabine fait un travail colossal avec toute son équipe et je la félicite encore, mais elle ne peut pas se substituer au médecin. Et c'est vrai qu'on voit trop souvent des gens qui disent « Tiens, j'ai ça, qu'est-ce que vous me conseillez ?» etc. Et puis, pour bien faire, les membres de la communauté tentent de répondre. Mais c'est vrai que même si on avance énormément, même si l'intelligence artificielle nous aide, on a encore besoin de nous. Alors, il nous reste 5 minutes. N'hésitez pas à poser vos questions. Alors, je voyais une question, je me permets de la prendre, sur les hormones féminines, etc. Donc, c'est en grande partie ce qui explique qu'il y a davantage de femmes que d'hommes qui sont atteints. Ce n'est pas le fait qu'on ait porté du rose quand on était petit, c'est le fait que les fluctuations hormonales de la femme sont des facteurs qui favorisent la survenue des crises. Et donc, on le sait, qu'il y a des femmes qui ont régulièrement des crises lors des règles, qui ont beaucoup moins de crises lors de la grossesse. C'est tout simplement parce qu'il y a des fluctuations hormonales qui sont très nettes pendant la vie de l'âge de procréer, les hormones se stabilisent pendant la grossesse. Les hormones ont tendance plutôt à se déstabiliser très fort pendant la périménopause et c'est pour ça qu'il y a des patientes qui voient leur migraine totalement déstabilisée autour de la périménopause. Souvent, ça a tendance chez ces personnes-là à s'améliorer une fois qu'il n'y a plus les fluctuations hormonales de la ménopause, mais on l'a vu tout à l'heure, il n'y a pas que les fluctuations hormonales qui jouent, il y a donc la composante, le substratum génétique et puis les autres fluctuations, les autres modifications qui peuvent déclencher des crises. Anne vous demande, que se passe-t-il dans le cerveau des personnes migraineuses? Alors, il y a des problèmes d'excitabilité des neurones. Les neurones sont plus excitables. D'ailleurs, c'est ce qu'on pouvait voir chez la souris. Si jamais vous avez une souris migraineuse, vous avez besoin de mettre moins de produits, vous avez moins besoin de titiller le cortex, donc la surface du cerveau, pour déclencher une crise que chez quelqu'un qui n'est pas migraineux. Donc, il y a un problème d'excitabilité des neurones qui sont moins stables et qui sont moins stables, c'est peut-être le plus simple pour dire. Et puis, ces neurones ont des dysfonctionnements d'interaction avec les vaisseaux, ce qui explique aussi qu'il y a un problème de vasodilatation dans la migraine, même si c'était une théorie qui était très reconnue il y a quelques années. Maintenant, on sait que c'est vraiment un problème de neurones et d'interaction neurones avec les vaisseaux. Allez, on va prendre encore une ou deux questions. N'hésitez pas à vous manifester. Moi, je voudrais répondre. Bonjour, excusez-moi, juste j'ai mis une question dans le chat. Vous m'entendez ou pas? Oui, on vous entend très bien. Bonjour, merci pour toutes ces explications. Juste, je voudrais être important point de détail, mais quand vous dites, notamment Johanna, une question de surdosage, c'est-à-dire c'est des personnes qui n'ont pas forcément une migraine ou qui ont une migraine pas très grave et qui vont prendre beaucoup d'AINS, risquent de voir leur migraine s'aggraver. Est-ce qu'on parle d'AINS, de triptan, d'autres choses? Pour ma part, on m'a prescrit en fait des triptans, 1 par jour. Donc voilà, c'est ce qui a déclenché la migraine chronique. À la base, j'étais juste migraineuse. Et donc j'avais, je ne sais plus, que quelques migraines par mois. Avec cette prescription, je suis devenue migraineuse chronique. En effet, le fait de prendre régulièrement des antidouleurs, quels qu'ils soient, peut aggraver la migraine. Alors après, c'est toujours difficile puisque il y a des gens qui, à juste titre, les prennent parce qu'ils ont mal. On ne commence pas à prendre des antidouleurs pour le plaisir. Mais en effet, selon les types de médicaments, si on en prend plus que 10 et pour d'autres, si on en prend plus que 15 jours par mois, ça a tendance à aggraver la migraine. Si on reprend le petit schéma que j'avais tout à l'heure, où je vous avais montré une histoire de seuil,
eh bien, prendre beaucoup de médicaments abaisse ce seuil, fait que les crises viennent encore plus facilement. Et en effet, il faut à un moment essayer d'aider le patient à mettre un traitement de fond pour permettre de remonter ce seuil et de prendre moins d'antidouleurs qui, eux, donc pérennisent le problème avec un cercle vicieux. Elsa vous demande que doit faire un généraliste confronté à un patient migraineux? La première chose qui est capitale, c'est de poser le diagnostic, donc avec les critères internationaux. Il y a des critères bien précis qui sont utilisés dans le monde entier, qui permettent de retenir le diagnostic sur le caractère répété et sur les caractéristiques des maux de tête, reconnaître le diagnostic, l'expliquer aux patients. Et c'est vrai que trop nombreux sont les patients qui disent il ne sait pas ce que j'ai parce qu'il m'a dit que j'avais la migraine. Parce que pour eux, le mot migraine veut dire mal à la tête. C'est comme si vous alliez chez un spécialiste du genou en disant j'ai mal au genou et que vous ressortiez là avec le diagnostic de douleur au genou. Ce n'est pas satisfaisant. Alors qu'en fait, vous retournez avec un diagnostic d'arthrose ou d'arthrite. Et bien ici, il faut comprendre que le diagnostic de migraine, c'est un diagnostic, c'est une maladie. Et ça, c'est capital que le médecin généraliste pose le diagnostic, l'explique, propose un traitement de crise à tous les patients et puis envisage l'intérêt d'un traitement de fond chez des patients qui ont des crises fréquentes et ou invalidantes. Et puis, qui prennent le recul, qui voient est-ce que le traitement est efficace, etc. Et puis, si en première ligne, on reste impacté par la migraine malgré un premier traitement, un deuxième traitement du médecin généraliste, c'est là où, en effet, il est licite de consulter un neurologue. Mais vous imaginez bien que 12% de la population ne va pas pouvoir avoir un rendez-vous chez un neurologue. Donc, c'est vraiment capital le rôle du médecin traitant. Et c'est vrai que trop souvent, le patient voit ça comme une fatalité et donc en parle quand il se met debout à la fin de la consultation chez le médecin généraliste. Il va dire « Au fait, j'ai encore mes maux de tête lors de mes règles. » Ah oui, et on n'a pas le temps de développer. Donc, je pense que ce qui est important, c'est de prendre du temps avec son médecin généraliste pour cette cause uniquement. Alors, on a commencé cette conférence de presse en parlant du sommet francophone, mais je vois qu'il y a des questions, donc c'est important aussi qu'on revienne dessus. Sabine, Edric nous demande est-ce que vous pouvez nous parler de ce premier sommet? Où se passe-t-il? Qui en est, à qui en est l'initiative et que peut-on en attendre? Alors, c'est l'organisation La Voix des Migraineux qui en est à l'initiative, qui l'a organisé du début à la fin, qui a recherché les sponsors, qui a sollicité des neurologues, qui a défini le format avec une agence spécialisée quand même. On n'a pas tout fait tout seul, mais globalement, c'est l'association. J'en ai parlé au début, le constat était que cette méconnaissance, comme le dit très bien Jérôme, les patients arrivent et disent « j'ai mal à la tête, docteur, expliquez-moi » et même quelquefois ils ont le bon mot, mais pour eux c'est juste un mal de tête, ils ne comprennent pas la gravité, ils ont du mal du coup à prendre les bons traitements au bon moment. Ils ont aussi ce sentiment, mais je pense que c'est dans le corps médical et dans le grand public aussi. Il n'y a pas que les patients qui sont visés par le premier sommet francophone, c'est aussi le corps médical et le grand public. Sur notre forum, nous avons quand même pas mal de pharmaciens et de médecins et je voyais des pharmaciens discuter il y a quelque temps. L'un disait à l'autre, nous ne sommes pas tous sur le forum de La Voix des Migraineux, nous n'avons pas tous les nouvelles au bon moment. Par exemple, pour les anti-CGRP, nous avons été vraiment dans l'heure, nous avons informé notre communauté. Nous avons un site très fourni, mais qui ne peut pas remplacer les explications de chercheurs et de neurologues. Nous avons donc invité 3 grands neurologues spécialisés pour expliquer, dévoiler la réalité de la migraine, le fait que c'est une vraie maladie complexe qui impacte, ça va, comment dire, là je ne trouve plus mes mots, mais casser les rumeurs, je veux dire, casser les préjugés. Notre but, c'est aussi de casser les préjugés et en bougeant tout ça, essayer de faire comprendre au gouvernement que vraiment, il faut prendre la migraine pour ce qu'elle est, une maladie grave, un enjeu de société publique et que les migraineux sont très en souffrance. Alors, sur ce sommet, je vous coupe, Sabine, effectivement, 3 éminents spécialistes de cette maladie, dont Jérôme Maouet qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce matin. Et puis, il y aura aussi le professeur Schonen et le professeur Rivlin. Nous serons en duplex de Suisse, de Belgique. Encore une fois, c'est le premier sommet francophone.
Donc, on va essayer de s'adresser au public francophone, bien évidemment français, mais aussi francophone. Et on fera un point complet sur la migraine, ses mécanismes, sur les traitements pour donner un maximum d'informations et peut-être des solutions à tous ceux qui en souffrent. Voilà, eh bien, écoutez, on arrive au terme de cette conférence de presse. Peut-être rappeler effectivement que vous pouvez la voir et la revoir sur YouTube. Ce sera donc samedi à partir de 14h30. Un dernier mot, le mot de la fin, Sabine, peut-être. Le mot de la fin, je l'ai déjà dit, nous avons besoin vraiment de vous pour faire bouger les choses, pour que les migraineux obtiennent une vraie reconnaissance dans l'emploi et puissent rester dans l'emploi, pour qu'ils ne subissent plus cette stigmatisation et pour faire comprendre au gouvernement que ces traitements qui sont disponibles dans la plus grande partie des pays du monde et dans 16 pays d'Europe, les migraineux sévères et chroniques en ont vraiment besoin pour revivre, pouvoir s'occuper de leurs enfants, pouvoir être un vrai conjoint, un vrai ami. Merci Sabine. Merci à tous. Merci à vous tous d'avoir participé, d'avoir témoigné. Et merci aussi de parler effectivement de cette maladie et de ce sommaire. Rendez-vous donc samedi, nous serons le 11 septembre à 14h30 pour ce premier sommet francophone qui sera donc parrainé par le ministère de la Santé. À samedi. Merci beaucoup. Merci à tous.